Eh bien, écoutez, on va commencer notre conférence de Joël Supéry. Conférence que vraiment j'ai l'honneur d'accueillir dans notre petit village de Talley. Et ça me touche vraiment parce que je me souviens d'il y a à peu près 12 ans, 15 ans même, je crois, j'avais rencontré M. Emmanuel pour la première fois et dernière fois d'ailleurs, et je lui avais dit que j'étais le maire de Talley, et il m'avait dit « Ah, la bataille de Talley ». Alors c'était très drôle parce que comme je débutais, je n'étais pas très aguerri encore. Et donc ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a une personne qui est arrivée, c'est un monsieur là qui est au troisième rang, M. Brown d'Arigrand, et qui est venu à la mairie un jour me dire « Bonjour monsieur le maire, est-ce que vous avez des informations, des traces, des choses sur la présence des Vikings à Talley et la bataille de Talley ?» Bon, décidément. Et là-dessus, donc il a dit « Il faut savoir quand même que je m'intéresse ». Et là-dessus, nous avons inauguré un jour, avec la société d'entraide et des compostellants du Land, nous avons inauguré une stèle. Et sur cette stèle, effectivement, cette stèle est placée à l'emplacement supposé, je fais attention à ce que je dis, l'emplacement supposé de la bataille de Talley. À cette occasion, nous avions un certain nombre de discours, et j'ai vu arriver une personne devant moi, c'était Joël Supéry, qui me dit, voilà, moi je suis passionné de cette histoire, je vais vous la raconter, pour ce que j'en sais, et à ce moment-là, effectivement, tu es intervenu. Alors il y avait des personnes qui représentaient Borda aussi, il y avait, parmi celles-ci, il y avait des gens qui étaient effectivement très intéressés, parce que Borda a sorti un texte en 1982, sur cette bataille de Talley, mais c'est vrai qu'elle est assez controversée. Et elle était tellement controversée qu'on avait presque l'impression qu'on n'avait plus le droit d'en parler. Quand j'ai vu arriver Joël Supéry, ça m'a intéressé. Grâce à M. Brown d'Arigrand, que j'ai déjà cité, qui est libraire, j'ai eu accès à un premier ouvrage que j'ai trouvé passionnant. Et ensuite, l'histoire a continué. Tu as fait ton troisième ouvrage que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et qui est passionnant également. Enfin, vous verrez bien pour ceux qui souhaiteraient en bénéficier. Et cette histoire, elle nous touche parce qu'effectivement, c'est l'histoire de notre pays, notre territoire, et ça va au-delà de Talley. C'est un hasard ce qui s'est passé à Talley, ça se serait passé à Talleyrand, comme le disent les textes, les quelques textes que nous avons. Voilà. Donc ça, c'est un peu le cadre général. Pour nous, c'est quand même, enfin pour moi aujourd'hui, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement de vous avoir, sachant que on vous a, faut pas trop le dire, mais on vous a un peu trié, quoi. On a voulu d'abord effectivement s'adresser aux élus. L'idée c'était de faire véhiculer cette nouvelle information, cette thèse, une thèse, de telle sorte qu'elle se répande un peu sur notre territoire, parce que vous verrez qu'elle est fondamentale, si on écoute bien Joël Supéry. Et puis on voulait également en profiter pour mettre un peu en valeur notre territoire aussi sur le plan historique, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu une période complètement désertique, où il ne s'est rien passé, entre la fin de la période gallo-romaine, et puis on connaît bien sûr le gladiateur, le légionnaire de Dax, mais après on a l'impression qu'il ne s'est plus passé grand-chose. Et on a parmi nous, ce soir, dans l'Assemblée également, des représentants de Saint-Sevé. Alors l'abbaye de Saint-Sevé, qui est un bijou qu'il faut absolument visiter, qui est à côté d'ailleurs, il a été érigé également un petit musée, c'est un endroit passionnant, très intéressant. Et je m'étais adressé à M. Tauzin en lui disant, voilà, on va faire une conférence, est-ce que vous souhaiteriez participer, assister ? Et il m'avait gentiment répondu que, ouais, sûr, effectivement, on avait des liens grâce à Guillaume Sanche. Guillaume Sanche étant celui qui a gagné la bataille de Talley et qui, 50 ans plus tard, a construit l'abbaye de Saint-Sevé. Et donc ce soir, nous avons deux représentants de Saint-Sevé que je salue, deux élus. Voilà, et merci de votre présence. Voilà. Joël Supéry, donc, maintenant qu'on se connaît, on est devenus presque des amis, hein, on n'est pas loin. Et je lui avais toujours dit qu'un jour, on essaierait effectivement de recueillir ces connaissances. En même temps, je veux parler un petit peu rapidement de ces tableaux que vous avez sur la droite. C'est une espèce de parcours, le parcours des Vikings justement en Gascogne, même un peu avant. Hein. Ce parcours qui sera installé à terme dans notre fournière. C'est un joli bâtiment à colombage qui est juste à côté de l'église, notre église, également millénaire. On est toujours dans le millénaire, parce que là, on est en 982. Et on inaugurera un petit musée gratuit, bien sûr, d'accès pendant l'été. Ce musée, enfin, ces impressions, tous ces documents
ont été créés grâce à l'entreprise RES, monsieur Ladaste, j'ai oublié monsieur Ladaste, il est là. L'entreprise RES, c'est une entreprise qui a pris en charge la construction, enfin, la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur le territoire. On y travaille depuis très longtemps. On va arriver, ça c'est très très long, parce qu'on a une petite bête qui nous embête, qui s'appelle les familles des lèches en particulier. Voilà, il y a une forêt de pitchou, il y a même un busard Saint-Martin. Il y a un busard Saint-Martin. Je ne savais pas que c'était une espèce protégée. Il faut que j'apprenne ça. Voilà. Donc, l'entreprise RES a organisé un mécénat pour nous permettre d'installer ce musée. Donc tout ce que vous voyez là a été financé par mécénat, par l'entreprise RES, que je remercie. Monsieur Ladaste, pour remercier vos patrons pour notre commune. Voilà, j'ai assez parlé, je crois. Je devrais remercier encore d'autres personnes présentes ici que je vois, et je suis ravi de les voir, parce que je vous dis, tous ceux qui sont là ce soir sont, comme je pense, je le suis, des passionnés d'histoire, passionnés de ces découvertes. Moi, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est l'imagination qu'elle produit dans mon cerveau, et ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Maintenant, je laisse la parole à Joël Subéry pour qu'il développe son sujet. Je te remercie, Yves, mais moi aussi, je suis... Je te remercie donc de m'accueillir aujourd'hui à Thalès et puis d'avoir invité ce parterre magnifique pour m'écouter. Et en fait, donc, cette présentation est destinée en priorité aux élus. Parce que les élus, les politiques, en fait, par définition, s'intéressent à l'histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est ce qui soude une société. Et en fait, ce qui est très intéressant dans les Landes, c'est Yves Saint-Martin qui m'avait communiqué un rapport sur la marque Landes. Et pendant un temps, on a réfléchi à comment communiquer à propos des Landes et de l'identité landaise. J'ai lu ce rapport qui était très intéressant. Il faisait l'inventaire de tous les atouts du département des Landes, et il y en avait de grandes quantités, la gastronomie, l'environnement, l'espace, la mer, la forêt, les senteurs. C'est un département qui est très pittoresque et qui est emblématique. C'est-à-dire que dès qu'on voit une photo des Landes, on sait qu'on est dans les Landes. Mais ce rapport relevait un point faible. Et ce point faible, c'était les Landais. Et il disait, les Landais de la mer, ils regardent plutôt la mer. Et les Landais des terres, ils tournent un peu aux Landais de la mer. Mais ça ne s'arrêtait pas à ça. Il disait, les Landais de Chalosse, ils regardent vers les Pyrénées. Et puis, ceux du Bas-Armagnac, ils regardent vers le Gers. Et ceux du Gabardin, ils regardent vers la vallée de la Garonne. Et ceux du Nord-Land, ils regardent vers la Gironde, vers Bordeaux. Et en fait, moi, en lisant ce rapport, je me dis, mais il y a un lien direct entre cet éclatement landais, alors que c'est un département qui a une très forte identité. Chaque Landais que je connais est attaché à son village, à son terroir, à ses fêtes. Pourtant, il y a un ciment landais qui semble manquer. Et ce ciment landais, je le mets directement en relation avec le fait que les Landes sont considérées comme un département qui n'a pas d'histoire. C'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens. Alors, un des historiens qui a écrit sur l'histoire de Bayonne, Eugène Goyeneche, dit « Après l'effondrement de l'Empire romain, on rentre dans une période tellement floue, tellement incertaine, qu'on va commencer notre histoire de Bayonne au XIIe siècle. » C'est-à-dire qu'on a 7 siècles qui passent à la trace. Et quand on remonte sur Bordeaux, on a Charles Gounet qui a fait l'histoire de Bordeaux et qui nous dit « Ah, on sait à peu près ce qui s'est passé à Bordeaux, mais les 9e et 10e siècles sont des pages blanches de l'histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé. » Et ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui s'est passé pendant ces 2 siècles, car ça va être 2 siècles fondateurs. Et en fait, quand on lit les historiens, ils nous disent « Ah ben voilà, on avait l'Aquitaine carolingienne, avec Pépin, qui était divisée. Il y avait les pro-carolingiens, les anti-carolingiens, et c'était une zone de guerre civile. Et quand l'Aquitaine réapparaît dans l'histoire, c'est l'Aquitaine d'Aliénor. Et l'Aquitaine d'Aliénor est devenue la plus grande puissance maritime d'Occident. Alors quand je dis ça, c'est pas un superlatif marseillais gratuit, c'est une réalité. C'est-à-dire que Aliénor va codifier les rôles d'Oléron qui vont devenir le code de la marine britannique, qui deviendra le code de la marine internationale. Le gouvernail d'Étango est une invention d'Aquitaine. On l'appelait le gouvernail à la bayonnaise. Et c'est une révolution maritime qui va changer toute l'histoire de la façade atlantique.
Mais pas seulement ça. Les Hollandais ont commencé à chasser la baleine grâce aux chasseurs du terroir, les Basques et les Gascons qui sont allés là. Et ce sont des Aquitains qui vont apprendre aux Portugais à construire les bateaux des grandes découvertes. Ce sont les Templiers de Cabreton et de La Rochelle qui, lorsqu'ils vont quitter la France, vont s'installer au Portugal et apprendre aux Portugais à construire des bateaux. Et pas simplement ça. Ce sont également les Aquitains qui ont appris aux Anglais à naviguer. Alors quand je dis ça, tout de suite, il y a beaucoup d'historiens qui ont les yeux qui s'étonnent. Et effectivement, je lis très régulièrement des grands pontes qui nous expliquent que, en fait, si les Aquitains ont des traditions navales aussi développées, c'est grâce aux Anglais. Qui d'autre? Mais si vous étudiez l'histoire d'Angleterre, qu'est-ce que vous voyez? En 1066, Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire construire la tour de Londres et l'abbaye de Westminster avec des pierres de Caen. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est pour montrer aux Anglais que désormais, ils sont dans la dépendance de la Normandie. Et le corollaire de cette mesure symbolique, ça va être que Guillaume le Conquérant va exiger que tous les navires qui ravitaillent l'Angleterre soient construits en Normandie. Il veut que l'Angleterre soit sous la perfusion normande. Et les Romains avaient fait la même chose. Quand ils avaient exigé le monopole du transport maritime entre Boulogne et Douvres, c'était la même façon de contrôler les îles. Ils exigeaient le monopole du transport maritime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Guillaume le Conquérant interdit, en 1066, aux Anglais de construire des bateaux. Et lorsque Henri II Plantagenet devient roi d'Angleterre en 1154, il se retrouve avec 3 têtes. L'Angleterre, l'Aquitaine et la Normandie. Mais de ces 3 têtes, il n'y en a que 2 qui produisent des bateaux, la Normandie et l'Aquitaine. Et lorsqu'en 1204, Philippe Auguste reprend Normandie, eh bien, le roi d'Angleterre n'a que l'Angleterre et l'Aquitaine. Et en fait, lorsque on a la première bataille de la guerre de 100 ans en 1340, la bataille de l'Écluse, qui va être un carnage effroyable, entre 15 et 30 000 Français qui vont mourir, eh bien, d'où c'est la première défaite maritime majeure des Français face aux Anglais, première du longue série. D'où sont les Français? Ils sont de Honfleur, de Harfleur, de Dieppe en Normandie et du Conquet en Bretagne. Et les Anglais, ils sont d'où? Ils sont de Bayonne, de Cabreton et de La Rochelle. Ça veut dire que 2 siècles après l'Aquitaine anglaise, ce sont toujours les Aquitains qui sont les cadres de la marine britannique. Et donc c'est bien l'Aquitaine qui a quasiment évangélisé toute la façade atlantique en matière de navigation en Occident. Et donc tous les historiens constatent ce miracle qui fait qu'on a une Aquitaine divisée qui à l'issue d'une période floue, va devenir la plus grande puissance maritime d'Occident. Ils constatent ce miracle, mais ne l'expliquent pas. Il s'est passé quelque chose pendant cette période qui explique que l'Aquitaine soit devenue une grande puissance maritime. Et bien, ce sont ces 2 siècles d'histoire que les historiens n'ont pas étudiés, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, vous le savez sans doute, je ne suis pas historien de formation, et donc je n'ai aucune légitimité pour parler d'histoire. Je vais donc parler du passé. Le passé, c'est l'histoire qui n'a pas été étudiée en gros. Et donc, on va parler du passé landais, et on va parler de ce qui fait le passé landais, c'est-à-dire des légendes. Si vous regardez bien votre passé, ben en fait, il est truffé de légendes. Les Landes ne sont peut-être pas une terre d'histoire, mais c'est une terre de légendes. Et ces légendes, nous allons un peu les expliquer. Alors, il y a la légende de la bataille semi-légendaire de Thalès, il y a la légende des Cagots, il y a la légende des chasseurs de baleines, il y a les bécus sur Uptuk. Et en fait, on va parler aussi de la légende des Vikings, puisque, n'ayant jamais été étudié, mais étant connu, il existe des récits à leur sujet. Et donc cette période va être très déterminante, j'ai envie de dire, pour la construction de l'identité de l'Aquitaine. Alors moi, qui suis-je dans tout ça? Eh bien en fait, je suis né en Armagnac, de l'autre côté de la frontière, dans le Gers, et j'ai grandi à Saint-Paul-et-Dax. Et le premier contact que j'ai eu avec les Vikings, eh bien, je me souviens, je traversais la Dour à Dax sur le pont avec mon père, j'avais 4 ans, et puis il me dit, ah tu sais, là en bas, il y a des Vikings qui sont venus en bateau. Alors là, ça marque. Et à 4 ans, je connaissais
les Vikings, puisque j'ai une mère scandinave, et donc je connaissais les petits bateaux qu'on voyait sur toutes les étagères de Scandinavie. Et donc ça me parlait très bien. Mais donc j'ai grandi, j'ai fait mon primaire à Dax, puis on est parti à Gradignan, j'ai fait mes études supérieures à Bordeaux, du droit, et donc je ne suis pas historien. Par contre, en droit, j'ai appris une méthode de travail qui s'appelle un travail d'enquête. Et c'est peut-être pour ça que ma manière d'approcher l'histoire est différente et peut-être un peu plus dynamique que la manière universitaire habituelle que nous connaissons dans l'université. Et donc, comment suis-je venu à étudier les Vikings? Eh bien, en fait, après avoir fait des études de droit, j'ai travaillé et je n'étais pas heureux particulièrement de ce que je faisais et j'ai éprouvé le besoin d'aller naviguer. Et je suis parti naviguer entre l'océan Indien et l'océan Pacifique et j'ai sillonné l'Indonésie. Et là-bas, je suis arrivé au fin fond des îles de la Sonde, après Flores, dans une île qui s'appelle Pulau Lembata. Et ce qui m'a attiré là, c'était l'existence de 2 villages de chasseurs de baleines traditionnels. Et j'avais lu des bouquins sur l'histoire de la marine quand ça m'intéressait, et il y avait 3 foyers de chasse à la baleine connus dans le monde, le Pays Basque, le Japon, et ces 2 villages de Pulau Lembata. Et donc j'arrive là, et puis j'interroge l'instituteur du village, et je lui dis, mais ça fait longtemps que vous chassez à baleine? Et l'instituteur, je lui parle en malais, hein, l'instituteur répond, ouh, ça fait très 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 longtemps. Je dis, oui, mais à peu près combien de temps? Au moins 100 ans. Alors pour un village de chasseurs à la baleine traditionnel, ça faisait un peu court. Bon, je suis un peu déçu, mais bon, je l'interroge du coup. Et il m'explique que, alors je lui demande, mais pourquoi vous avez commencé à chasser à la baleine il y a 100 ans? Et il m'explique que les baleiniers américains venaient en mer de Timor au nord de l'Australie et chassaient le cachalot. Et il leur en dit, bah, écoutez, si vous trouvez des cachalots qui flottent entre 2 eaux parce que certains arrivaient à s'échapper, vous les récupérez, vous récupérez la graisse, et quand on revient à la prochaine saison, on vous rachète l'huile que vous avez récupérée. Et là, les gars ont dit, bon, on commence par récupérer les cachalots, et puis on va carrément aller les chasser. Et là, ils avaient un petit plongeoir, un harpon, et puis depuis cette époque, ils continuent à chasser le cachalot. Alors, évidemment, d'un point de vue les origines de la chasse à la baleine, foyer traditionnel, c'était pas extraordinaire. Par contre, il m'avait donné une information très intéressante. Il m'avait dit que c'était les Américains qui leur avaient appris à chasser à la baleine. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a une plage, et les cachalots en l'occurrence, qu'on devient chasseur de baleine. On devient chasseur de baleine le jour où vous avez quelqu'un qui vous achète votre huile. Ça veut dire quelqu'un qui a un réseau de transport et un réseau de distribution. Or, j'avais déjà lu des livres sur la chasse à la baleine au Pays Basque, et aucun historien n'expliquait la logistique qu'il y avait derrière la chasse à la baleine. Où partait l'huile, qui la distribuait, et comment ça se passait. Il se trouve que les techniques de chasse pratiquées en Gascogne et au Pays Basque étaient de type scandinave. Les techniques étaient scandinaves, le vocabulaire était scandinave. Et la logique voulait que les commanditaires des Basques et des Gascons aient été des Scandinaves. C'était une hypothèse. Cette question, je m'étais posée, mais la vie faisant, je l'avais laissée de côté. Et un beau jour, à l'époque, je travaillais à Paris dans une start-up et je pouvais travailler où je voulais. Et donc, je dis à mon partenaire, écoute, on va aller s'installer à Cabreton, au bord de la mer. Et donc, on arrive là, avec femme et enfants, 2 enfants à l'époque, et on commence à visiter la maison, et puis je dis, monsieur qui nous fait visiter la maison, mais ça vient d'où Cabreton? Souvenir d'enfance. C'est vrai que quand vous êtes à Saint-Paul-et-Dax et que vous allez sur la côte à Cabreton et que vous revenez et vous dites, j'ai été en Bretagne, on dit, non, tu n'es pas en Bretagne, tu étais à Cabreton. Et là, vous vous posez, Cabreton, c'est quoi ce nom? Je lui pose la question, et il me dit, ah, il y a 5-6 hypothèses, mais il n'y en a aucune qui soit vraiment convaincante. Et alors là, je lui demande, est-ce que ce pourrait être un nom d'origine scandinave? Il me dit, ah, c'est marrant que vous disiez cela, parce que figurez-vous que tous les jours, toutes les années, au mois de décembre, on érige sur le parvis de l'église Saint-Nicolas une tour en bois, et le 24 décembre, quand on sort de l'église, on y met le feu, et ce feu commémore une victoire des Cabretonnais sur les Vikings.
Donc j'arrive dans un village de Gascogne, un port, et on me sort une tradition vieille de 1000 ans. J'avais lu des choses sur les invasions vikings, on parlait plutôt de la Normandie, un peu de la Bretagne, et jamais de la Gascogne. 3 jours plus tard, je suis à la Société historique locale, avec Anne-Marie Bellenguès, et elle me remet 2 classeurs avec plein d'articles, et dans un des articles, qui était consacré aux chasseurs de baleines, qu'est-ce que je vois? Rony Jeune, en 1910, disait des chasseurs de la pointe de Cabreton, ce sont des blancs aux yeux bleus, des restes dégénérés de Visigoths. En 1910. Pour moi, des Visigoths qui chassent la baleine avec des techniques scandinaves et un vocabulaire scandinave, ils ont de grandes chances d'être des Visigoths de 2e génération, des Vikings. Et de manière remarquable, aucun historien n'avait envisagé cette possibilité. Et en droit, j'ai appris que quand vous avez plusieurs possibilités, il faut étudier toutes et rejeter celle qui est la moins probable. Or là, cette possibilité n'avait jamais été étudiée. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, nous avons des chasseurs possiblement d'origine scandinave. Est-ce que les Scandinaves sont venus en Gascogne? Et là, je reprends les chartes locales, et ce que je lis, eh bien, ne correspond pas à ce que lisent les historiens. Je lis qu'en 840, la Gascogne est envahie par les Vikings. Ils prennent les 12 cités de Gascogne, ça va de Bazas en passant par Bayonne jusqu'à Saint-Bertrand de Comminges, Oloron, l'Escar, Tarbes, Saint-Bertrand de Comminges, donc Saint-Lizier en Ariège, Bazas au nord, Dax, Éoz, Auch, Lectoure, toutes les villes de Gascogne tombent. Et non seulement elles tombent, mais le cartulaire de l'Escar nous dit qu'ils en éliminent les évêques. Or, les évêques sont des gens très importants. Pourquoi? Parce que quand l'Empire romain est devenu chrétien, l'Église a calqué son administration, son organisation sur celle de l'Empire. Et dans chaque cité romaine, on a nommé un évêque. Et dans chaque capitale provinciale, on a nommé un archevêque. Et au 5e siècle, lorsque l'Empire romain s'effondre, son administration disparaît. Par contre, l'administration de l'Église va rester. Et les Francs vont s'appuyer, les Mérovingiens et les Carolingiens, sur cette organisation religieuse pour structurer l'Empire. Et donc, les évêques étaient devenus les courroies de transmission du pouvoir, c'était plus des hommes de l'empereur que des hommes du pape. C'est eux qui faisaient les rapports, c'est eux qui collectaient l'impôt avec l'appui d'un comte, et qui donc transmettaient les ordres. Et lorsque les Vikings se donnent la peine d'éliminer 12 évêques de Gascogne, ça veut dire qu'ils ont une ambition politique sur la Gascogne dès 840. 840, c'est 1 an avant la première attaque sur la Seine. Et alors, là, ça pose un problème, parce que tous les historiens vous expliquent que les invasions vikings, non, ce sont des pillards de monastères qui, à force de succès, vont finir par créer des véritables camps militaires, et puis qui vont mettre en coupe réglée des régions entières, et finalement, ils vont avoir l'ambition de s'installer. Or, l'invasion de Gascogne en 840 montre que dès le début, ils avaient une ambition politique. Or, quand vous avez une ambition politique dès le début, ça veut dire qu'il y a une stratégie, il y a des chefs, et au final, c'est une guerre. Et là, c'est un nouvel aspect, c'est-à-dire que jusqu'à présent, alors quand vous avez une guerre, si vous voulez la comprendre, il faut savoir qui a décidé cette guerre, pourquoi, et pourquoi ils ont choisi d'envahir la Gascogne. Et ces questions, vous n'avez pas besoin de vous les poser si vous considérez que les Vikings sont des pillards. Ah, s'ils sont des pillards, ils attaquent au gré de leurs envies, c'est comme les sauterelles qui déferlent sur l'Empire carolingien, il n'y a rien à comprendre, juste à constater. Et donc l'avantage de dire que les Vikings sont des pillards, c'est qu'on n'a pas besoin d'étudier. Si on considère que c'est une guerre, à ce moment-là, il faut essayer de comprendre. Et pour comprendre les invasions, il ne faut pas regarder Guillaume le Conquérant, il ne faut pas regarder Roland, il ne faut pas regarder la fin des invasions, il faut regarder au début des invasions. Et au début des invasions, qu'est-ce qui se passe? La première attaque connue, en 793, va toucher un monastère en Angleterre, le monastère de Nisfar, en 793. Et cette attaque va forger à jamais l'image d'Épinal du pillard de monastère. Le seul problème, c'est que ce monastère était le plus important du nord de l'Angleterre et qui était chargé d'évangéliser toute l'Écosse et tout le nord de l'Angleterre qui était païen. Et donc, il n'est pas exclu que ceux qui ont attaqué ce monastère avaient des ambitions politiques, celles d'entraver la conversion du monde britannique au nord. Mais donc, dès cette époque, il y a un doute
sur le caractère crapuleux des attaques. Et là où il y a une attaque qui va être très importante pour nous, c'est en 799. En 799, Alcuin nous raconte que 115 Danois vont être tués sur l'île de Noirmoutier. Et les historiens nous disent « Ah ben c'est un raid qui a mal tourné ». Sauf que les raids vont commencer 40 ans plus tard. Et en réalité, les Francs ne vont pas avoir de perte d'hommes. En gros, ça veut dire qu'ils ont surpris des Danois qui étaient dans l'île. Et la probabilité est que les Francs ont attaqué un convoi commerçant qui faisait escale dans l'île. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'auraient attaqué? Tout simplement, l'année précédente, Charlemagne avait une fois de plus mené une guerre chez les Saxons, au nord de l'Allemagne, et une fois de plus, le chef des Saxons s'était échappé au Danemark. Et Charlemagne était fou de rage, parce que ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Il va faire déporter 10 000 femmes et enfants saxons qu'il va répartir en Germanie et en Neustrie. La Neustrie, c'est entre la Loire et l'Escaut, le bassin parisien. Il va déporter donc 10 000 Saxons, mais sa colère concerne également les Danois, qui ont protégé les Saxons. Or, le Danemark, avec ses îles et ses péninsules, sont hors d'atteinte pour Charlemagne. Il sait que s'il débarque une armée sur une île, les Danois sont les rois des mers, son armée, il ne la reverra jamais. Et donc Charlemagne sait qu'il ne peut pas punir les Danois chez eux. Par contre, il sait que les Scandinaves longent les côtes et qu'ils sont vulnérables. Et l'endroit où ils sont le plus vulnérables, c'est justement Noirmoutier, parce qu'à marée basse, l'île est accessible à pied sec. Et la flotte scandinave qui est coincée sur l'île à marée basse, elle ne peut pas repartir. Et donc l'attaque de 799 peut s'analyser comme une attaque de représailles suite à la colère de Charlemagne pour ce qui s'était passé l'année précédente. Et donc, que faisait ce convoi de commerçants a priori sur Noirmoutier? Alors, il y a plusieurs historiens qui ont suggéré qu'ils étaient venus chercher du sel à Guérande. Mais Charlemagne était en guerre avec les païens et il avait interdit aux païens et aux chrétiens de commercer avec les païens. Et donc, peut-être qu'ils auraient pu acheter du sel de contrebande, mais pas de quoi remplir une flotte entière. 115 Danois, ça fait à peu près 6 navires de commerce. Et donc, que faisait-il à Noirmoutier? Eh bien, on a un élément de réponse au nord de l'Espagne. En 795, 4 ans avant l'attaque de Noirmoutier, on a des textes arabes qui nous disent qu'il y a des Majus. Majus, c'est le terme qu'utilisaient les Arabes pour désigner des païens d'origine scandinave. Et ces païens d'origine scandinave se battent aux côtés du roi des Asturies qui est chrétien et du roi de Pampelune qui est chrétien contre les Sarrasins. Et donc ça veut dire que ces Scandinaves qui sont au nord de l'Espagne ne se comportent pas en pillards, mais en commerçants qui sont alliés et qui entretiennent des relations pacifiques avec les chrétiens. Et la question c'est, que font les Scandinaves au Pays Basque 50 ans avant le début des invasions? Et là, pour le comprendre, il faut visionner ce qu'était l'Europe commerciale à l'époque. Et donc, on voit sur cette carte que l'Europe était dominée par 2 routes commerciales. Il y en avait plusieurs, mais au moment de la prospérité carolingienne, ce sont les routes en noir qui partent de Venise et de Marseille, qui transitent par la région de Lyon et Genève, et qui rejoignent la mer du Nord et la Manche, qui vont être les principales routes commerciales d'Occident à ce moment-là. Et ces routes vont faire la fortune de l'Empire carolingien. Et Dorstadt, qui est situé sur le Rhin, va produire de tels revenus que ça va financer le train de vie des palais carolingiens. Nimègue, Aix-la-Chapelle et bien d'autres. Et le train de vie des palais carolingiens, c'est entre 70 et 80% du budget de l'État. Donc ça veut dire que c'était des villes très importantes, économiquement et politiquement, pour les Francs. Et que se passe-t-il depuis Dorstadt? Les commerçants frisons vont exporter les marchandises venant en Méditerranée vers les îles britanniques et vers la Scandinavie. Et cette prospérité carolingienne va créer un grand problème dans le monde scandinave. Il va rompre les équilibres. Dans le monde scandinave, on a 3 royaumes. Et en fait, de royaumes, ce sont 3 villes commerciales contrôlées par des rois. À Birka, on a un roi suédois qui tire sa fortune du commerce en mer du Nord. Dans le Vestfold, à Kopang, on a un roi norvégien qui tire sa fortune du commerce dans cette région. Et à la racine du Jutland, on a le roi d'Edby qui profite de la route entre
la mer du Nord et la Baltique. Et le développement du commerce franc va faire la fortune du roi d'Edby, qui va profiter essentiellement de ce commerce. Or, dans le monde scandinave, le roi est élu. Il est élu par des assemblées d'hommes libres. Et les hommes libres élisent le roi qui est le mieux à même de leur assurer la prospérité. Et le roi danois qui devient riche va se présenter devant les clans du Jutland, de la péninsule, et il va être élu. Il va se présenter dans les îles danoises, il va être élu. Il va se présenter au sud de la Suède, il va être élu. Et ça, son voisin du Vestfold, il comprend qu'un jour ou l'autre, il viendra se présenter dans le Vestfold et il sera élu. Et le roi norvégien comprend que s'il veut résister à la montée en puissance de son rival, la seule manière, c'est de devenir aussi riche que lui. Et il est conscient aussi qu'il vit dans un cul-de-sac commercial et que jamais le commerce ne viendra chez lui. La seule manière pour lui de faire le poids, c'est d'aller chercher le commerce là où il est. Et le commerce, qui se trouve en Méditerranée. Et pour aller de Norvège en Méditerranée, il y a un petit problème, c'est qu'au milieu, il y a l'Empire carolingien qui interdit de commercer au païen. Il est obligé d'éviter l'Empire carolingien. Alors les Suédois passeront par la Russie 60 ans plus tard, mais lui, à l'époque, il va longer les côtes de l'Empire franc et il va s'intéresser à la seule route qui échappe aux Francs, qui est la route qui va de Tarragone à Fontarabie et qui est contrôlée par le roi de Pampelune. À Fontarabie, le chef viking, le roi du Vestfold, pourra acheter toutes les marchandises de Méditerranée que refusent de lui vendre les Francs. Et c'est la raison pour laquelle, 50 ans avant le début des invasions, on a des chefs vikings au Pays Basque. Et ces chefs vikings sont des rois commerçants. Ils sont là pour le commerce. Alors, pourquoi ces chefs vont-ils envahir la Gascogne en 840 ? Eh bien, en 813, le Vestfold va effectivement tomber sous la domination du roi danois qui va éteindre sa... Et notre roi de Norvège se trouve un roi sans royaume. Et sa seule prospérité, elle vient de la route de Pampelune. Mais cette route de Pampelune, il n'en est pas le maître. Le maître de la route de Pampelune, c'est le roi de Pampelune. Tant qu'ils sont alliés, ça va. Mais à tout moment, le roi de Pampelune peut lui couper la route. L'autre problème, c'est que l'émirat de Cordoue pèse sur cette route de Pampelune et peut la couper à tout moment. Et donc, notre roi danois, notre roi norvégien, qui voudra assurer son pouvoir politique, l'idéal, c'est de conquérir la route commerciale qui fait sa prospérité. Mais la route de Pampelune est hors de portée. Tout simplement parce que le roi de Pampelune, c'est un allié, et non seulement c'est un allié, mais c'est un des rois les plus puissants de la chrétienté. Il passe sa vie à combattre les Sarrasins, il a une armée de métiers, et il est prêt pour la guerre. Et non seulement il est prêt pour la guerre, mais il est riche. Et donc, notre roi norvégien renonce à envahir la route au sud des Pyrénées, parce que quand bien même il la prendrait sous son contrôle, il serait toujours sur la menace de l'émirat de Cordoue. Par contre, au nord des Pyrénées, c'est une autre histoire. Depuis que les Sarrasins sont arrivés jusqu'à Poitiers en 732, donc Charles Martel les a arrêtés et les a repoussés hors d'Aquitaine. Ils vont rester à peu près 70 ans dans la région de Narbonne, mais ce sont les Francs qui les chassent d'Aquitaine. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'ils les ont chassés, les Francs ne sont jamais repartis. Et les Aquitains vivent la présence franque comme une occupation. Et le symbole de cette présence franque vécue comme une occupation, c'est Roncevaux. Roncevaux, ce sont des Aquitains qui font la peau à des Francs dans l'école pyrénéenne. Et donc, pour les Danois, cette zone fragile politiquement, divisée entre les pro-carolingiens et les anti-carolingiens, c'est du pain béni. Et ils vont décider de créer leur route au nord des Pyrénées. L'avantage, c'est que, l'émir de Cordoue sera de l'autre côté des Pyrénées, il ne menacera pas, et l'autre avantage, c'est que les Francs ont leur capitale à Aix-la-Chapelle, et que pour aller de Aix-la-Chapelle jusqu'en Gascogne, ils doivent franchir tous les fleuves de France. Or, il y a des fleuves qui ont des ponts, mais il y en a qui n'ont pas de ponts. Et du coup, la Gascogne, c'est le bout du monde quand on est à Aix-la-Chapelle. Et le roi viking dit, là, ça me va. C'est là où je vais faire passer ma route. Et c'est la raison pour laquelle la Gascogne va être la cible. Mais pourquoi en 840 ? Eh bien, en fait, notre chef viking, une fois qu'il a perdu le Vestfold, il réfléchit à la manière de reprendre le pouvoir. Et en 836, il va mener une offensive et il va prendre Cherbourg et Brest.
et les îles anglo-normandes entre les deux. Et une fois qu'il contrôle Cherbourg, Brest et les îles anglo-normandes, il est le maître de la route du Sud. Plus aucune flotte ne pourra aller dans le sud de l'Europe sans son autorisation. Pourquoi? Parce que, en fait, les Vikings naviguent en longeant les côtes. Ils ont des flottes et ils vont avoir des pilotes qui vont apprendre par cœur les côtes. Et on va leur dire, ben voilà, tu passes devant telle embouchure, tu navigues une demi-journée, tu vas avoir un récif à main droite, il faut éviter les hauts fonds à main gauche, et donc les pilotes apprennent des longs points qui décrivent toutes les côtes. Tout le monde ne peut pas devenir pilote. Et pour que cette technique de navigation fonctionne, il faut qu'ils puissent voir la côte. Et donc, les flottes vikings vont naviguer de jour, et tous les soirs, elles vont toucher terre pour faire relâche, parce qu'elles ne peuvent plus naviguer de nuit, et pour donner un repas chaud aux hommes. Les bateaux sont non pontés, donc une journée en mer, c'est dur, donc il faut garder le mois. Ça veut dire que à peu près tous les 150 ou 200 km, les Vikings vont aménager des escales. Alors les escales, ce n'est pas une plage sur laquelle on jette son bateau. Mettre un bateau sur une plage, c'est possible pour les bateaux de guerre parce qu'ils sont pleins de rameurs, mais les bateaux de transport de marchandises qui embarquent 10, 20, 30 tonnes de marchandises, si vous le posez sur une plage, a fortiori avec un bateau construit à Klein, eh bien en fait, le poids de la cargaison va déformer la coque, et quand la marée va remonter, ben, l'eau elle va rentrer par tous les bordets. Et donc ces bateaux de commerce avaient besoin d'être au mouillage, que la marée soit haute ou basse. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas aller n'importe où, ils devaient choisir à l'avance les ports, et ces ports ne devaient pas seulement être à l'abri des marées, à l'abri des tempêtes, mais ils devaient être aussi à l'abri des attaques terrestres. Et ça veut dire qu'ils sont obligés de sécuriser ces ports en créant des modes castrales et en aménageant des bases avec des magasins pour ravitailler la flotte, etc. Et 50 ans avant le début de l'invasion, ils vont avoir tous les 150 km à peu près, des points de chute. Et certains de ces points de chute vont devenir de véritables bases. Lorsque les Vikings attaquent sur la Seine, contre Rouen et contre Paris, ils ne viennent pas de Scandinavie. Ils sont installés à Cherbourg depuis 836. Lorsqu'ils attaquent Nantes en 843, ils ne viennent pas de Scandinavie. Ils sont à Quiberon. Et lorsqu'ils attaquent en Aquitaine, les textes nous disent qu'ils sont à l'embouchure de la Gironde, à Royan essentiellement, mais aussi dans le Médoc et à Mimizan. Et en fait, les escales stratégiques vont devenir de véritables bases. Et du coup, lorsqu'ils longent cet empire, que se passe-t-il à l'époque? Eh bien, en 814, Charlemagne meurt. Il donne l'empire à son dernier fils en capacité d'hériter, Louis le Pieux, et en 817, Louis le Pieux va partager l'empire entre ses 3 fils. Et il va donner l'Aquitaine à Pépin d'Aquitaine. Et l'Aquitaine, elle va de la Loire jusqu'aux Pyrénées. Et la question, quelles sont les relations qu'entretient Pépin avec les Vikings? En fait, dès les années 830, Pépin est en conflit avec son père, et c'est quasiment une guerre ouverte. Et donc, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va chercher un conflit avec des commerçants qui longent ses côtes de manière pacifique? Ils ont beau être païens, mais ils achètent les productions d'Aquitaine, ils lui vendent des marchandises, ils peuvent lui donner des coups de main à l'occasion, comme ils ont fait pour les Pampelonnais et les Asturiens. Ben non, le roi d'Aquitaine a tout intérêt à garder de bonnes relations avec ces gars-là, étant déjà en guerre contre son père. Et donc, il y a tout lieu de penser que dès cette époque, les Vikings et Pépin d'Aquitaine avaient des traités. Et les Vikings, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben nous, on veut juste des escales, pouvoir avoir des bases et éventuellement des marchés. Et sur toutes les transactions sur le marché, tu toucheras des droits de douane. Pépin avait tout à gagner à entretenir de bonnes relations avec les Vikings. Mais en 838, Pépin va mourir. Et les grands d'Aquitaine vont choisir son fils Pépin II pour lui succéder. Mais l'empereur dit non, non, je veux récupérer l'Aquitaine pour mon 4e fils Charles le Chauve. Et donc en 839, l'Aquitaine a 2 rois. Il y a un roi de trop. Et l'empereur Louis le Pieux va envahir l'Aquitaine et va réussir à capturer son petit-fils qui a quel âge? Il a 16 ans. Il capture son petit-fils